Je voulais qu'on commence par ce tweet du président Emmanuel Macron. La tristesse pour les otages, bien sûr, israéliens. Shiri, Kfir, Ariel, visage de l'innocence et de l'amour. Ce sont les mots du président de la République, visage d'une humanité éternelle que la barbarie du Hamas jamais n'abolira. La France mobilisée pour la libération de tous les otages se tient aux côtés de Yarden et de la famille Bibas en fraternité universelle. Ce sont les mots du président Macron. Je vous propose de voir le sujet de Mathieu Devez, Ariel et Kfir, 9 mois et 4 ans, dont on ne sait pas s'ils sont vivants à l'heure à laquelle je vous parle. Leurs visages sont devenus les symboles des attaques terroristes du 7 octobre 2023. Ariel et Kfir, enlevés dans le kibboutz de Nir Oz avec leur mère Shiri. Ils étaient alors âgés de 4 ans et 8 mois. Le père, Yarden, sera kidnappé à un autre moment et séparé du reste de la famille durant sa captivité. Il a été libéré le 1er février dernier, mais sa femme et ses 2 enfants seraient toujours entre les mains des terroristes. Le Hamas annonce que leurs dépouilles seront rendues jeudi à Israël, mais la famille Bibas veut garder espoir. Nous avons été bouleversés par l'annonce du porte-parole du Hamas concernant le retour prévu ce jeudi de nos chers Shiri, Ariel et Kfir. Bien que nous ayons pris connaissance de ces informations, nous n'avons à ce stade reçu aucune confirmation officielle. Tant que cette confirmation ne nous est pas donnée, notre combat continue. Alors que l'inquiétude concernant leur sort dépasse les frontières, le président Emmanuel Macron a exprimé hier soir son soutien à la famille Bibas. Shiri, Kfir, Ariel, visage de l'innocence et de l'amour, visage d'une humanité éternelle que la barbarie du Hamas jamais n'abolira. La France, mobilisée pour la libération de tous les otages, se tient aux côtés de Yarden et de la famille Bibas, en fraternité universelle. Dès le mois de novembre 2023, le Hamas a annoncé la mort des 2 enfants et de leur mère dans une frappe israélienne sur Gaza. Une information que l'État hébreu n'a jamais confirmée. Que dire, Vincent Hervouet, sur ce sujet, sinon d'être en compassion avec la famille et effectivement, on pourrait redire l'horreur absolue de ce qu'est le Hamas aujourd'hui, dont on s'interrogeait sur une chaîne du service public pour savoir si c'était une organisation dangereuse. Oui, non mais bon, c'est le massacre des innocents et le calvaire que subissent l'ensemble des otages d'ailleurs, parce que ça fait 500 jours pratiquement et c'est un véritable cauchemar d'être enterré vivant à Gaza. Franchement, on a beaucoup de mal à comparer ça à autre chose qu'effectivement au pire moment de l'histoire, à la Shoah, etc. Mais là, en plus, c'est une famille qui est décimée, c'est une mère et ses 2 enfants, donc c'est à l'évidence, personne ne peut regarder ça en gardant l'œil froid. Le commentaire du président, du chef de l'État est calibré au plus juste et il parle vrai. La question qui reste, c'est qu'on n'est pas des simples témoins de l'histoire, on n'est pas des observateurs détachés, on n'est pas en train de célébrer un office. La fraternité universelle, c'est très gentil, mais il y a une action politique à mener. Il y a une guerre dont il faut avoir la victoire. Hein? Donc on ne peut pas être comme ça au bord du chemin. Emmanuel Macron se réveille que maintenant. Moi, je ne vois pas bien ce qu'il a fait depuis 500 jours. Sarah Salman. Il n'est pas venu à la marche contre l'antisémitisme. Le 6 octobre 2024, il fait un tweet approximatif. Il fait du oui, mais en même temps, donc il ne fait rien comme d'habitude. Je pense que la communauté juive en France est assez lucide sur le bilan d'Emmanuel Macron par rapport à Israël. Israël, je pense, le sait aussi. Donc moi, je suis très, très déçu de la réaction d'Emmanuel Macron hier. Bon, c'est normal, mais la France est mobilisée. Je ne vois pas bien ce qu'ils ont fait. Voilà. Je ne vois pas bien. Avant de parler politique, il faut il faut parler métaphysique. Moi, je suis hanté par les images de cette famille. Hanté. Si je priais, je prierais pour eux. Si j'avais le pouvoir de lancer des malédictions, je maudirais leurs ravisseurs et leurs probables assassins. Moi, je ne me projette même pas dans la suite ou des responsabilités. On est face au mal absolu. C'est une énigme. Comment des gens peuvent infliger ça à des êtres aussi innocents qu'un nourrisson de 9 mois? Moi, je reste à cette question. J'arrive pas à me projeter, j'arrive pas à remonter les responsabilités ou à envisager ce qui va se passer. Je reste sur cette énigme, sur ces photos terribles. Voilà.
Je vous dis, depuis hier, je suis Mais le hanté. mal qu'ils font, ils le revendiquent. Et c'est toute la différence avec la Shoah, c'est que la Shoah, ils se cachaient de ce qu'ils faisaient. Là, ils le revendiquent, ils le montrent, et on voit les mises en scène qui sont faites. Sarah Où Salman. il y a, par exemple, un homme qui doit dire « je suis content de retrouver ma famille Et en fait, sa famille est décédée, et le Hamas le sait. Ouais. Donc la barbarie est à son Mais ce sont paroxysme. des monstres. Alors, On voit bien les qu'avec monstres l'affaire existent. Bibas, Olivier de la avec la Garde. famille Bibas, Olivier. on arrive à un point haut de la bataille de l'émotion aussi qui se joue, parce que on nous dit, voilà, il y avait plus de 1000 otages, mais parfois c'était des otages qui n'avaient pas de visage, à peine des noms. Là, on peut mettre non seulement des visages, des noms, mais en plus, il y a l'otage le plus jeune, il avait, je crois, 9 mois au moment de son rapt. Donc évidemment, c'est terrible, quoi. Alors évidemment, en marge de cela, Ercilia Soudé a tweeté que Chiri, Ariel et Kfir reposent en paix, loin de la haine et des récupérations politiques. Et évidemment, ça a déchaîné, Non, mais franchement. à juste titre. Vincent disait personne n'a l'œil froid face au visage. Éric Nolot. Visiblement, si, il y a des gens qui ont l'œil froid. Ercilia Soudé, aujourd'hui, se rappelle à ces images. Thomas Bonnet. Elle est dans une indécence crasse, c'est abject ce qu'elle dit. Je rappelle quand même que c'est la même personne qui avait ricané à l'évocation du 7 octobre lorsqu'elle avait été invitée d'une émission de radio. Le portrait de Kfir Bibas avait été collé sur son bureau à l'Assemblée nationale. Elle avait parlé de harcèlement. Non, il s'agissait simplement de le rappeler, les visages qui sont aujourd'hui ceux qui sont détenus par le Hamas, organisation dont je rappelle qu'Ercilia Soudé considère qu'elle est un mouvement de résistance. Non, c'est une organisation terroriste islamiste. Éric Nolot. C'est une complice idéologique du mal absolu. Voilà ce qui restera de la pauvre Ercilia Soudé. C'est grave, c'est même pas de l'indignité, c'est de l'indécence totale. C'est des gens qui n'ont aucune valeur, aucune morale, aucune compassion. De sortir un tweet pareil, écoutez, franchement, j'ai honte. Et Antoine Léaumont a également tweeté Toute la bande est là. soutien total à la famille Bibas après l'annonce de la restitution des corps de Kfir et Ariel, âgés de 9 mois et 4 ans, quand ils ont été enlevés, et de leur maman chérie. Immense tristesse de savoir que ces tout petits et leur maman sont morts quand nous espérions leur retour. Pas un mot, évidemment, sur le Hamas. C'est une machine électorale aussi, ils savent comment faire plaisir à une partie, Oui, si, je vous le dis, à une partie des personnes je suis qui pas votent pour eux. certain, quand Moi, même, je vous le dis. que Il y a le une mal partie- absolu, comme dit Eric, soit Il y a une partagé partie par leur des électorat. Je votants ne de la l'espère France pas. Insoumise qui sont ravis de ces propos, sinon ils auraient arrêté depuis Mais longtemps. est-ce que ça ne veut pas Olivier dire quand de la même Garde. qu'une partie de la France insoumise considère qu'ils sont allés sans doute trop loin dans l'antisémitisme, etc. Parce que bon, là, ce serait a priori des tweets d'apaisement si c'était d'autres personnes qui les Je le dis faisaient. comme une provocation. Mais alors, effectivement, ça peut être perçu comme ça. Non, mais j'entends ce que dit Olivier. J'entends ce que dit Olivier. Avant, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas... Non, mais je une volonté pense de se qu'en dire, fait, vous au avez sein de raison. LFI, de se dire, on est allé trop Il y a loin. plusieurs lignes à LFI en vrai. Je pense que vous avez raison. De la même manière que lorsqu'on vous appelle, celui qui vous appelle a toujours le plus d'intérêt. Quand vous recevez un coup de téléphone, dites-vous toujours ça. On est en train de m'appeler, donc celui qui est en train de m'appeler a plus d'intérêt à m'appeler que moi à lui parler. Bon. Et bien de la même manière, celui qui prend la parole, comme il prend la parole, il y a intérêt. Et ce tweet-là va dans le sens de ce que vous dites. Effectivement, ils ont intérêt de leur point de vue, à prendre la parole comme ils le prennent, et ça va, je pense, il y a une vérité psychologique dans ce que vous avez dit. Moi, je suis pas d'accord. Vous êtes bien Une optimiste. sorte de vérité psychologique. Non, mais, Non, mais moi, je suis vous voyez, C'est un tweet qui continue à faire le malin, à faire Mais de la oui. politique, à cultiver l'ambiguïté. Bien sûr. Si vous voulez vraiment vous détacher et faire un acte un peu digne, Oui. vous partez de condamnez LFI. sans parler de Mais ils peuvent récupération. pas, Là, ils peuvent continuent. pas. Ben oui, c'est ce que Oui, je mais vous ils dis. peuvent pas. Ils ne peuvent pas. mais ne il veulent n'empêche pas, qu'il y a ils sans ne doute une vérité sous-jacente, mal dite, mal exprimée. Pas des du tout, ils prises sont dans de une maudits, provocation suprême. Il n'y a pas une vérité. Non. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. On va parler de l'Ukraine dans une seconde, sauf si vous voulez dire un mot de conclusion. Ah non, mais devant le cadavre d'un enfant, il y a que le silence. Et donc c'est absolument indigne de parler de récupération politique, et toute cette compassion dégoulinante est profondément écœurante, oui. Vous avez vu, je crois que M. Barrot vient de dire qu'il souhaitait reprendre le contrôle de l'OTAN. Et ça va être pouvoir dans l'OTAN, il est répéter atlantique. Ben voilà, il a peur de rien, M. Barrot. Au fait, l'avons-nous déjà vu est-ce qu'on a déjà eu le contrôle de l'OTAN? Je ne crois pas. Je crois qu'il a dit cette phrase, et Marine Lançon, il intervenait ce matin, on va pouvoir l'écouter, reprendre. C'est le moment pour nous, a-t-il dit, je vous lis sa phrase. Monsieur Barrot, je trouve que c'est vraiment intéressant, parce que, évidemment, il n'est absolument pas crédible. Mais non, mais vraiment, à chaque fois qu'il parle, je ne crois absolument pas. Je ne peux pas vous dire autre chose, c'est formidable d'ailleurs. Mais il dit, c'est le moment pour nous de reprendre le contrôle de l'OTAN.
Bien sûr. Hein, bien sûr. Mais tu sens vraiment quelqu'un qui... Tu te dis encore en chef de guerre, monsieur Barrot, je vais peut-être pas aller... La réalité, c'est que l'OTAN, sans les Américains, qu'est-ce qui reste? Une énorme bureaucratie militaire. Oui. Bon. Alors l'Ukraine, en revanche, avec les paroles d'Emmanuel Macron dans La Voix du Nord, il assurait hier dans un entretien à la presse régionale que la France n'envisageait pas d'envoyer des troupes au sol belligérantes dans un conflit sur le front. Je vous propose de voir le sujet d'Adrien Fontenot et vous allez pouvoir nous décoder ce qui se dit ou est-ce qu'on est sur la même ligne qu'hier avant-hier, c'est-à-dire que l'Europe n'existe plus. C'est un peu, je synthétise votre parole. C'est un peu rapide quand même. C'est un peu rapide, mais l'Europe n'existe plus, donc et M. Barrot encore moins. Donc une porte soit ouverte ou fermée, une guerre gagnée ou perdue. Et il y a quand même pas mal d'entre-deux. Bon, vous nuancez par rapport à hier et avant-hier alors. Ah bon? Oui, ah bon, dites pas ah bon. Franchement, ne me dites pas ah bon. Vous m'avez dit que c'était la défaite de l'Europe lundi et mardi. Et on est mercredi. Ah oui, non mais... Bon, écoutons le président. Exactement. Et soyons positifs pour la diplomatie française, s'il vous plaît. Peu de respect. Dans le conflit russo-ukrainien, Emmanuel Macron ne compte pas laisser Donald Trump agir seul. Si le président américain souhaite négocier la paix en Ukraine avec Vladimir Poutine, le chef de l'État rappelle de son côté: il ne peut y avoir de négociations conclusives sans la présence de l'Ukraine. Que les États-Unis discutent avec la Russie, c'est une très bonne chose, mais aucune paix ne peut être négociée par un tiers. Emmanuel Macron souhaite une paix solide et durable dans la région, mais sur la question des renforts militaires. La France ne s'apprête pas à envoyer des troupes, mais réfléchit aux garanties de sécurité. Pas question d'être une force belligérante. Le chef de l'État doit mener ce mercredi de nouvelles discussions. Parmi les pays qu'il pourrait rencontrer, la Norvège, le Canada, la Finlande ou encore la Belgique. Objectif d'Emmanuel Macron: avoir consulté les 27 pays de l'Union européenne d'ici la semaine prochaine. Bon, décryptage. Vous avez deux photos absolument fascinantes, on peut les opposer. Vous avez d'un côté cette table ronde avec tous les participants européens, les réjouis, qui ne sont d'accord sur rien, qui se quittent sans avoir décidé de rien, mais qui sont contents de faire un exercice de com pour montrer qu'ils ont ainsi répondu aux défis que leur avaient lancés les Américains. Et puis de l'autre côté, vous avez à Riyad, deux Russes parfaitement aguerris aux négociations, en face de trois Américains qui sont les émissaires de Donald Trump, et eux organisent la suite, passent 4h30 en tête-à-tête dans cette espèce d'ambiance là en marbre et en acajou, on dirait un salon funéraire, s'accrochent à la table et discutent et vont jusqu'au bout et avancent vite. Il n'y a pas les Ukrainiens, il n'y a pas les Européens, mais ils font l'histoire. Et nous, on regarde ça à la jumelle, de très loin, en faisant semblant d'être associés à l'histoire qui avance. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous m'avez repris, vous dites... Voilà. Je vous dis que l'Europe n'était rien, vous m'avez dit non, c'est plus nuancé. Donc, oui, quand vous dites l'Europe est concernée. Mais en revanche, ce que vous avez dit, ce que je retiens de ce que vous avez dit, qui est le fond du problème, c'est que pour contrer l'Amérique... Opposé à moi-même. Non, mais pour contrer l'Amérique... Pour contrer l'Amérique, il faut l'Europe forte, nous sommes d'accord, mais par sa construction même, elle est impossible de répondre. Ça, c'est juste. Et c'est assez simple aussi ce que je dis là. Mais assez juste. Non, mais c'est très simple. Contrer l'Amérique. Non, mais c'est ce que vous dites. Vous dites tous les gens. Contrer l'Amérique, c'est contrer la Russie quand même. Non, mais d'être plus utile. D'être une force dans tous les domaines, une force économique, intellectuelle, culturelle, etc. En soi, en théorie, il faudrait une Europe forte, unie. Mais quand vous dites tous ces gens autour de la table n'ont aucun point commun, donc l'Europe, c'est à la fois la solution et le problème. Alors il y a un point commun quand même. Olivier de Lagarde. Tout ça, c'est des déclarations verbales parce que les propos du président. Les déclarations, elles sont rarement. D'une force en Ukraine. Nous n'irons pas, dit-il, tant qu'il n'y a pas d'accord, donc tant qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, on n'ira pas en Ukraine. Ah bon? Mais de toute façon, on ira en Ukraine si les Américains nous fournissent la logistique, et si les Russes veulent bien nous donner l'autorisation. Ce qui est d'ailleurs extrêmement extrêmement douteux, puisque les Russes ont une idée fixe depuis toujours, c'est la neutralité de l'Ukraine, donc pas de force OTAN et pas de force appartenant à l'OTAN. Éric Nolot veut vous contrer. Oui, je vous trouve très sévère parce que la question essentielle, c'est est-ce que la sécurité de l'Europe peut se décider sans les Européens? Est-ce que le sort de l'Ukraine peut se décider sans les Ukrainiens? Donc,
on essaie de s'organiser. En effet, c'est beaucoup plus difficile à 27 que tout seul, ou à 2. Mais ça passe par cette phase de concertation pour essayer de dégager une ligne de conduite. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'autre moyen. Il faut absolument qu'on impose aux Russes et aux Américains que la sécurité européenne est une histoire qui concerne les Européens, où nous aurons notre mot à dire. Mais vous n'imposerez rien du tout aux Russes ni aux Américains. Marco Rubio, le secrétaire d'État, a dit, à un moment ou à un autre, on les conviera à la table. Ils auront leur mot à dire. Écoutez, quand tout aura été réglé. Si vous vous couchez d'avance en disant il n'y a pas moyen, évidemment. Mais non, Eric, c'est pas du tout l'histoire de se coucher, c'est pas l'histoire d'être veule, c'est l'histoire d'être faible. C'est un rapport de force. Le rapport mais de c'est force pas en brandissant vos petits points et en faisant le 20 heures que vous vous imposez à la logique de Donald Trump qui veut à tout prix dealer avec les Russes un accord qui le dégage et qui lui permette, qui brise le front Moscou-Pékin-Téhéran et qui lui permette ensuite de s'occuper de À part se réunir à 27 pour essayer de dégager, et je suis d'accord avec vous, les intérêts et des opinions diverses, mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? Voilà. Il faut discuter entre Européens et ensuite dire aux Américains et aux Russes, c'est pas sûr que ça marche, nous voulons être partie prenante des négociations. Ça fait 25 ans qu'il y a eu un livre blanc, je sais expliquer. Oui, c'est pas la fin de la foire que... Il y a un moment où, si vous voulez, vous payez votre inconséquence. Bon, Jean-Noël Barrot, vous n'avez pas répondu à sa question. Qu'est-ce que vous proposez ? Répondez. Répondez. Vincent Herbois, répondez. Non, mais si, répondez. Non, mais j'ai une bonne question. Mais j'en sais rien. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Mais moi, je ne suis pas comme vous en train d'organiser le monde. Je me contente. Pas d'attaque personnelle. Pas d'attaque personnelle, s'il vous plaît. Mais moi aussi, j'essaye de comprendre. Non, vous jugez. Non, vous jugez. Je rappelle les événements précédents. Vous analysez, vous jugez. Et vous avez bien raison, exactement. Je mets ça en perspective. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Qu'est-ce qu'un autre dirigeant aurait fait ? Qu'est-ce qu'aurait fait Giscard ? Qu'est-ce qu'aurait fait Chirac ? Qu'est-ce qu'aurait fait Mitterrand ? Et si vous voulez, c'est toujours facile, vous avez raison, c'est toujours facile de critiquer a posteriori. Et puis de regarder l'histoire derrière soi. D'accord. Bon, alors, sauf que, si vous voulez, depuis 3 ans, je ne vais pas parler de moi-même, mais il y a pas mal de gens quand même qui n'ont pas arrêté de sonner le tocsin et de relever les erreurs d'analyse qui étaient faites. D'accord, oui, je suis d'accord. Qu'est-ce que vous proposez pour le présent et l'avenir ? Je n'ai pas un plan tout fait à imposer aux Américains. Je ne compte pas imposer quoi que ce soit à Donald Trump, je suis désolé. Jean-Noël Barrot. Et on va l'écouter. Moi, j'aime beaucoup Jean-Noël Barrot parce que, mais si, parce que je trouve que, si, mais je l'aime beaucoup parce que, évidemment, l'incarnation, ça compte toujours. Et il est absolument pas crédible. C'est ça qui est formidable quand il parle. Moi, je trouve, mais ce n'est qu'un avis personnel. On sent que, voilà, il dit des choses, mais c'est pas incarné. Bon, je le regrette. Bon, mais on peut l'écouter. Il est là pour ça. Oui, mais tu sens bien que c'est des mots. Pour quand ça. je dis il n'est pas crédible, c'est des mots. Vous dites qu'il a été choisi pour ça ? Oui, évidemment. Il n'y a qu'un seul acteur, il n'y a plus d'ambassadeur de France, il n'y a plus de carrière, il n'y a plus de Quai d'Orsay, il n'y a plus que l'Élysée et un président. Donc tu comprends que ce que dit M. Barrot ou rien, c'est la même chose. Écoutons-le. Néanmoins. J'ai envie de l'écouter. Oui, écoutons-le. La Russie a pris pour cible les pays européens depuis 3 ans. Et donc, de toute évidence, avec ces déclarations et avec ces actions hostiles, la Russie a décidé de faire de nous des ennemis. Et donc, nous devons ouvrir les yeux, réaliser l'ampleur de la menace et nous en prémunir. Il n'est pas le seul, hein. J'ai dans l'oreille Monsieur le maire, on va mettre à genoux la Russie. En fait, si je mettais toutes les déclarations des Français sur la Russie depuis 3 ans, je peux faire du stand-up. Alors c'est peut-être la première chose qu'on pourrait faire. Non, mais devant le désastre, je ne peux pas vous dire autre chose. Devant la vaisselle brisée, devant la catastrophe qui est devant nous, ce qui vient de se passer est une véritable catastrophe pour les Européens et aussi pour les Français et pour les Ukrainiens bien sûr, qui pensaient retrouver une souveraineté. On pourrait commencer par, rembobiner le film et essayer de comprendre comment est-ce qu'on est arrivé à cette défaite. Comment est-ce qu'on a déclaré cette guerre sans s'en rendre compte et comment est-ce qu'on l'a perdue sans même l'avoir faite. Vous vous rendez compte de ça ? On a fait la guerre jusqu'au dernier des Ukrainiens. Et on vient de la perdre. Eh bien, quand on perd la guerre, en général, on déporte quelques généraux qu'on envoie à Limoges. Et puis, on demande des comptes à ceux qui ont été les va-t-en-guerre
qui se sont à ce point Mais plantés. j'entends bien. Mais la seule chose qu'on faisait, c'est quand Bono est allé chanter à Kiev, on trouvait ça très bien. Mais oui, bon, Voilà, on n'en est pas du il tout y a là. une chaîne de télévision qui s'était On n'en est pas du tout pavoisée là. à On est en l'Ukraine. train de dire Trump nous a trahis. Bien sûr. Poutine, il est vraiment pervers. Oui. Bon, C'est écoutez insondable Jean-Noël Barrot comme sur naïveté. l'OTAN, parce qu'il faut reprendre le contrôle de l'OTAN. Les Américains sont nos alliés, notamment au sein de l'OTAN, l'alliance de sécurité qui nous a permis pendant des décennies d'avoir la paix ou en tout cas la sécurité en Europe. Mais ça change de manière radicale puisqu'ils ont décidé, depuis longtemps maintenant, hein, ça date pas de Donald Trump, de se retirer de cette alliance de sécurité qu'on appelle l'OTAN. Et donc le moment est venu de se réveiller pour les Européens et de prendre la place que les Européens, que les Américains vont leur laisser. Ça veut dire en tout cas de prendre notre part dans notre sécurité. Et ça, c'est des efforts considérables, y compris sur le plan budgétaire. C'est impossible. Donc ça, c'est une parole pour rien, par exemple, parce qu'on n'a pas d'argent. Donc là, il n'aurait rien dit, c'était la même chose. Il serait C'est pas pas venu. forcément les Français qui sont les moins dépensiers en matière de Olivier de Lagarde, même pas de défense. Hein. Il y a d'autres pays qui sont Bon. visés. Il y a l'Espagne notamment. Moi, je voudrais qu'on parle vrai. Voilà, j'ai envie d'un homme politique qui nous dise les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'il voudrait qu'elles soient.